On va faire la distinction entre météorologie, climatologie et paléoclimatologie. La météorologie, elle étudie des phénomènes atmosphériques tels que la température, la pression, le vent, les nuages, les précipitations, l'humidité et bien sûr d'autres paramètres. Donc l'étude de ces paramètres atmosphériques concerne une courte période de temps. Par contre, la climatologie, elle étudie le climat et l'état moyen de l'atmosphère sur une longue période de temps. La paléoclimatologie, elle étudie les climats du passé et leurs variations. Ce chapitre concerne surtout la paléoclimatologie. Donc, c'est une science qui étudie les climats du passé et leurs variations. Elle permet la reconstitution des variations climatiques et leurs causes. Donc, il s'agit des climats du passé. Et il va utiliser des indicateurs paléoclimatiques, surtout des indicateurs géochimiques, sédimentologiques et paléontologiques. L'invention et le perfectionnement des instruments de mesure qui permettent de mesurer les paramètres de l'atmosphère ont contribué à développer la météorologie et la climatologie. Le thermomètre à mercure a été inventé par Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724 et les enregistrements thermométriques sont fiables depuis le XIXe siècle et fournissent un enregistrement continu pour l'hémisphère nord. On a ici les enregistrements des écarts de température en degrés Celsius par rapport à une moyenne située entre 1961 et 1990. Cet enregistrement qu'on a ici montre qu'on a une élévation moyenne de la température entre 1900 et 1940. Donc on a une élévation de température entre 1900 et 1940 et surtout une élévation importante à partir de 1980. La paléoclimatologie, qui s'intéresse au climat du passé, va reconstituer ces climats à partir de données géochimiques, paléontologiques et sédimentologiques. Ces indicateurs de climat géochimiques, paléontologiques et sédimentologiques vont nous permettre de distinguer des périodes chaudes et des périodes froides glaciaires. Les indicateurs géochimiques vont utiliser les isotopes d'oxygène et on va mesurer le delta O18 dans les tests de foraminifères benthiques. Les bulles de gaz emprisonnées dans les glaces vont nous permettre d'avoir une idée sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère. En se basant sur le principe d'actualisme, l'étude des séries sédimentaires va nous permettre de voir si le climat il est chaud et aride, tropical, tempéré chaud ou tempéré froid, ou bien si on a un climat glaciaire. L'étude des sédiments qui se forment actuellement montre que les évaporites et les calcaires se forment préférentiellement dans un climat chaud et aride, et dans les régions tropicales, on trouve des argiles rouges, latérites et bauxite, et dans les régions tempérées, on a du charbon, des évaporites et des argiles de type kaolinite. Dans les climats tempérés froids, on peut trouver des charbons et des thiélites. Les thiélites, ce sont des sédiments formés par l'érosion glaciaire.
Les indicateurs paléontologiques les plus importants pour la climatologie sont les grains de pollen, les coraux, les foraminifères et les forêts abondantes. Lorsqu'on trouve beaucoup de végétaux, de débris de végétaux dans les sédiments. Parfois, vous aurez des foraminifères, certains types de foraminifères qui ont un enroulement particulier qui indique si le climat est froid ou bien il est chaud. Donc les indices climatiques géochimiques, on va les trouver en Antarctique, dans le pôle sud, lorsqu'on va faire des carottes de glace. Donc on perfore ici la glace et on va extraire des carottes de glace qui peuvent atteindre 3260 mètres. On extrait la carotte de glace. Dans ces carottes de glace, on va analyser des isotopes d'oxygène de l'eau des glaces par des spectromètres de masse. On va aussi analyser les gaz emprisonnés dans les bulles d'air dans la glace. Dans ces bulles d'air, on va analyser surtout le dioxyde de carbone et le méthane. On peut faire des coupes dans les carottes de glace, des coupes de lames minces. Et dans ces lames minces, on peut les observer au microscope et voir qu'il y a des cristaux de glace. Ces cristaux de glace, c'est de l'eau à l'état solide. Cette eau à l'état solide contient des isotopes d'oxygène. Donc l'analyse de ces isotopes d'oxygène va nous permettre d'avoir une idée sur la paléotempérature de l'atmosphère. En plus, l'étude des gaz emprisonnés par les bulles d'air contenues dans la glace nous permet d'avoir une idée sur la composition de l'atmosphère. Surtout la composition en dioxyde de carbone et de méthane. Dans le milieu marin peu profond, on peut faire des carottes dans les sédiments du fond marin. Donc on va prélever des sédiments au fond de la mer. Dans ces sédiments, on trouve des tests de foraminifères. Donc les foraminifères sont constitués par CaCO3. Donc ils contiennent de l'oxygène et l'étude des isotopes de l'oxygène nous donne une idée sur la paléoclimatologie. Le prélèvement de carottes sédimentaires marins nous permet de trouver des foraminifères. Et l'analyse des isotopes d'oxygène contenus dans les tests de foraminifères nous donne des indications sur le paléoclimat. L'utilisation des isotopes d'oxygène dans la paléoclimatologie. Donc l'oxygène possède 3 isotopes différents. Donc les isotopes, ils ont la même propriété chimique, mais ils ont des propriétés physiques différentes. Oxygène 16. Dans le noyau de l'oxygène 16, on va trouver 8 protons et 8 neutrons. Dans l'oxygène 17, on va trouver 8 protons et 9 neutrons. Dans l'oxygène O18, on va trouver 8 protons et 10 neutrons. L'oxygène 16 possède un noyau qui est plus léger et il constitue 98,7% de l'oxygène total. L'oxygène 18, il est plus lourd. Il est peu abondant, il constitue 0,2% du total de l'oxygène. Dans les océans actuels, le rapport de l'oxygène 18 sur l'oxygène 16 est égal à 1 sur 500, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 3. On va mesurer les variations du rapport O18 par rapport au O16 par rapport à un échantillon standard. Pour cela, on va utiliser le delta
O18. Vous avez ici la formule de delta O18 qui est égale au rapport O18 sur 16 de l'échantillon analysé sur le rapport O18 au 16 de l'échantillon standard, moins 1, le tout multiplié par 1000. Donc, le delta O18 de l'oxygène est calculé par rapport à un échantillon standard. L'échantillon standard utilisé pour l'analyse de l'eau et de la glace, c'est le standard Mean Oceanic Water. Par contre, pour les analyses des carbonates d'été de foraminifères, on va utiliser un autre standard. C'est une coquille de bélémnite americana située dans un site fossilifère appelé PD en Californie du Sud, aux États-Unis. Cette coquille de bélémnite, elle est datée du Crétacé supérieur. C'est une période sans calotte glaciaire et sans contraste climatique marqué. Pour analyser l'eau ou la glace, on va utiliser le standard Mean Oceanic Water. Pour analyser les tests de foraminifères, on va analyser avec l'échantillon standard PD bélémite. On a ici l'image du récipient qui contient l'échantillon standard, Vienna Standard Mean Ocean Water. C'est une eau qui est pure, qui ne contient pas de sel, ni des éléments chimiques qu'on peut trouver dans les océans. Donc cet échantillon standard, elle est promulgué par l'International Atomic Energy Agency, basée à Vienna. Cet échantillon, il est utilisé comme échantillon standard pour l'analyse de delta O18 de l'eau ou de la glace. Et ici, on a la coquille de bélémnite americana qui a servi pour calculer le delta O18 d'été des foraminifères. Dans la glace, on peut utiliser aussi des isotopes d'hydrogène. Donc l'hydrogène, vous avez l'hydrogène H2 ou bien H1. H2, c'est le deutérium. Donc vous avez H2 sur H1, donc D deutérium sur H est égal à 0,3 fois 10 puissance moins 3. Donc la relation entre la composition isotopique de l'oxygène et de l'hydrogène est comme suit. Le delta du deutérium est égal à 8 fois delta O18 plus 10. À partir de cette relation, on peut trouver le delta de deutérium si on a le delta O18 de l'oxygène. Et à partir de delta de deutérium, on peut trouver le delta O18 de l'oxygène. Sur ce schéma, on va suivre le rapport O18 sur O16 depuis l'équateur jusqu'au pôle. À l'équateur, il y a une forte évaporation de l'eau, et lorsque l'eau s'évapore, celui qui va s'évaporer de façon plus rapide, c'est l'oxygène 16 parce qu'il est plus léger. O18 sur O16 de moins 1%. Après, vous avez des nuages et des pluies. Et la précipitation de pluie va favoriser surtout la précipitation de l'oxygène 18. L'oxygène 18 qui existe ici dans la vapeur d'eau va être précipité. C'est lui qui va précipiter de préférence lorsqu'il y a des précipitations de pluie ou de neige. Lorsqu'on arrive à l'équateur, puisqu'il y a toujours l'évaporation et précipitation, évaporation et précipitation, au niveau du pôle, on aura un rapport de O18 sur O16, donc le rapport va diminuer de moins 5% par rapport à l'eau que vous avez ici. Lorsqu'il y a dépôt de ces glaces au niveau des pôles, le dépôt de neige au pôle concentre plus de l'oxygène 16 dans la glace, puisque
vous avez ici une perte de l'oxygène 18 lorsque vous avez des précipitations. Donc lors de l'évaporation favorise surtout l'oxygène 16, donc la vapeur d'eau va être plus concentrée en oxygène 16 que l'oxygène 18. Il y a un peu d'oxygène 18 qui est dans la vapeur d'eau. Cet oxygène O18 va précipiter de préférence. Lorsqu'il y a une précipitation, il va tomber le premier. Donc au niveau du pôle, vous aurez de la glace, et cette glace, elle est très concentrée en oxygène 16 par rapport à l'eau que vous avez ici. Dans ce diagramme, on a deux périodes. Une période plus froide, dans le premier cas, et ici vous avez une période plus chaude. Si vous avez une période plus froide, vous aurez une grande accumulation de glace au niveau des pôles. Donc le volume de glace au niveau des pôles est plus grand. Si vous avez une période plus chaude, bien sûr, la glace va fondre et vous aurez un petit volume de glace. Lors d'une période froide, une grande quantité d'eau est transformée en glace au niveau du pôle. Le niveau de la mer va baisser. Et la quantité de glace riche en oxygène 16, elle est importante. Donc le rapport O18 sur O16 de l'eau de mer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. Durant une période plus chaude, l'eau de la glace va fondre. Il y a une augmentation du niveau de la mer, et en plus, l'oxygène 16 va réalimenter le milieu marin. Donc l'eau de mer, il va s'enrichir relativement en O16 et s'appauvrir en O18. Donc pendant les périodes froides, on va favoriser le dépôt de neige et de glace, que ce soit au pôle ou dans les glaciers de montagne. On va alors appauvrir le réservoir d'eau océanique en O16, en stockant de plus en plus cet isotope dans les neiges et les glaces. On a vu que le delta O18 est égal au rapport de O18 sur O16 de l'échantillon à analyser sur le rapport O18 sur O16 de l'échantillon standard, moins 1 fois 1000. Donc vous voyez que l'échantillon, le rapport O18 sur O16 standard, il est fixe, il ne change pas. Ce qui change, c'est le rapport O18 sur O16 de l'échantillon. Donc le delta O18 augmente lorsque dans l'échantillon, soit l'isotope O18 augmente, ou bien l'isotope O16 diminue. On a ici l'évolution de delta O18 de l'oxygène en fonction de la latitude. Donc la latitude ici est égale à 0. Au niveau des pôles, la latitude elle est égale à 90. Donc la latitude augmente depuis la gauche vers la droite. L'eau de mer, lorsqu'il est évaporé, l'évaporation va favoriser surtout l'oxygène 16. Donc c'est l'oxygène 16 qui est évaporé en premier lieu. Après, vous aurez une évaporation d'une petite quantité de l'oxygène 18. Lorsqu'on avance, lorsque la latitude augmente, à une certaine latitude, vous aurez la précipitation du nuage formé ici. Et la précipitation va favoriser surtout la précipitation de l'oxygène 18. Après, lorsqu'on arrive au pôle, vous aurez précipitation de neige. Donc vous aurez, et le delta O18 est égal à moins 50 pour 1000.
Donc l'eau de mer, elle a un delta O18 moyen de 0 pour 1000. Lorsqu'il y a évaporation, le delta 18 il est égal à moins 10 pour 1000. Lorsque la latitude augmente, il y a une perte de moins 20% de delta O18 par la précipitation. Donc le delta 18 va chuter de 20%. Donc ce qui reste, donc ici les nuages qui restent vont avoir un delta 18 de moins 30%. Après, lorsqu'on arrive au niveau du pôle, vous avez précipitation de neige qui forme la glace des calottes glaciaires. Et ici, vous aurez au niveau de la glace, le delta O18 il est de moins 40 pour 1000. Le delta 18 dépend de la latitude. Et puisque le delta O18 de l'oxygène varie avec la latitude, pour pouvoir utiliser le delta O18 de l'oxygène comme un paléothermomètre, il faut donc toujours rester à la même latitude et mesurer conjointement la température de l'air à la surface de la Terre et le delta O18 des précipitations neigeuses pour avoir une référence. C'est ce qui a été fait par Jouzel et collaborateurs au pôle. Jouzel et ses collaborateurs, ils vont prendre la neige qui tombe à une température de moins 40 degrés, par exemple, et ils vont mesurer le delta O18 de la neige qui tombe à cette température. La neige qui tombe à moins 20 degrés est mesurée le delta O18 de la neige qui tombe à moins 20 degrés. La même chose pour moins 0 et pour 20 degrés. Donc ils sont situés à la même altitude, ils mesurent la température de l'air et la neige qui tombe à ce moment-là, ils vont mesurer son delta O18. Il obtient une fonction qui est linéaire, ce qui montre que la concentration de la neige en oxygène 18 varie de façon linéaire avec la température. Donc si on trouve le delta O18 de la neige, on peut trouver la température à laquelle il a tombé au niveau des pôles. Donc en mesurant la composition isotopique des couches de glace d'une carotte, il est donc possible de déterminer la température qui régnait lors du dépôt de la neige à l'origine de la glace. Lorsque la température de l'air diminue, le delta O18 de la glace diminue. Donc lorsque la température diminue en période plus froide, vous aurez beaucoup de glace qui s'accumule au niveau des pôles et cette glace, elle est relativement riche en O16 et les pauvres en O18. Donc, par contre, l'eau de mer, il va s'enrichir en O18. Et la glace, elle est riche en O16. Donc, le delta O18 de l'eau de mer en période froide, il va augmenter. Par contre, le delta O18 de la glace va diminuer. En période chaude, la glace va fondre. Il va restituer l'oxygène 16 à l'eau de mer, ce qui fait que le delta O18 de l'eau de mer va diminuer. Donc lorsque la température diminue, la température du globe diminue, donc le O16 est stocké au pôle sous forme de glace. Donc vous avez beaucoup de glace au niveau des pôles et la glace va stocker l'oxygène 16. Donc la concentration
en oxygène 16 diminue dans l'eau de mer. Et le delta O18 augmente dans l'eau de mer et dans les thés de foraminifères benthiques qui vivent dans cette eau de mer. Maintenant, lorsque la température augmente, la glace va fondre. Il va restituer l'oxygène 16, donc la concentration en O16 augmente dans l'eau de mer. Le delta O18 diminue dans l'eau de mer et aussi dans les tests de foraminifères benthiques qui vivent dans cette eau. Dans les eaux marines vivent des foraminifères qui ont un thé calcaire constitué de carbonate de calcium. Ça, c'est autre. Ces carbonates de calcium, ils vont incorporer l'oxygène de l'eau. Et delta O18 de cet thé de foraminifère, il est le même que celui de l'eau dans lequel vivent ce thé de foraminifère. On a fait ici une carotte dans les sédiments marins, et cette carotte atteint des âges de 130 000 ans. Donc on a ici les variations de delta O18 et par suite les variations de la température de l'eau de l'océan au cours des 130 000 ans. Donc ici l'âge before present, c'est-à-dire avant 1950. Donc l'âge 0 correspond à 1950. Et à partir de cette courbe delta 18, on a retrouvé les températures. Et on a ici les températures que vous avez, les températures de l'eau de mer. Déduites à partir de delta O18 des thés de foraminifères. Donc on va retrouver ces variations dans tous les domaines marins de la Terre. Donc on a retrouvé à peu près la même allure dans plusieurs carottes marines. Et on a établi une courbe de référence des eaux marines, SPECAMP. Et on voit dans cette courbe de référence qu'il y a une succession de stades froids. Donc vous avez des stades qui sont froids et des stades qui sont chauds. Par convention, on attribue un numéro impair aux interstades chauds. Vous avez ici 1, 3, 5, 5C, 5A. Et par convention, on attribue un numéro impair aux interstades chauds et un numéro pair aux périodes d'extension des glaces, c'est-à-dire des périodes de glaciation. Donc ici, vous avez les numéros pairs pour les périodes de glaciation, 2, 4 et 6. Sur cette courbe, on voit qu'il y a une période chaude aux alentours de 10 000 ans. Une autre période chaude entre 70 et 80 000 ans. Vous avez aussi une période chaude aux environs de 120 000 ans. À 130 000 ans, vous avez une période froide, une période glaciaire froide au niveau de 70 000 ans, et une autre période froide aux environs de 20 à 30 000 ans. L'analyse des gaz piégés dans la glace, il va nous donner une idée sur l'évolution de la composition de l'atmosphère. Donc vous avez ici des bulles de gaz qui sont noires et piégées dans la glace. Ces bulles de gaz, donc ils piègent de l'air contenu dans l'atmosphère au moment de la formation de la glace. Et dans ces bulles de gaz, on a du CO2, dioxyde de carbone et de méthane. Avec cette courbe, on peut suivre la composition de dioxyde de carbone en bleu et la composition de méthane en vert. Donc vous avez ici des périodes où la composition de CO2 augmente,
et des périodes où la composition de CO2 diminue. Et on peut voir que lorsque la température diminue, on aura un pourcentage de CO2 est faible. Lorsque la concentration CO2 augmente, ça correspond à des périodes chaudes. La même chose, donc on a des courbes qui sont concordantes. Donc la composition, lorsque la composition de CO2 augmente, la température augmente et la composition en méthane augmente.